Le brouillard matinal s'élevait paresseusement des eaux sombres de la Loire, enveloppant le petit village de Saint-Julien d'un voile mystérieux qui semblait présager des événements extraordinaires. Les pavés humides de la place du marché résonnaient sous les sabots des chevaux de trait, tandis que les marchands disposaient leurs étals, avec la précision rituelle de ceux qui perpétuent une tradition séculaire. L'air automnal portait les parfums mélangés du pain frais, des pommes de la région et de cette odeur particulière de terre mouillée qui caractérise la vallée de la Loire en cette saison. C'est dans cette atmosphère que Madame Élisabeth de Montclerc, matriarche respectée de l'une des plus anciennes familles nobles de la région, descendit de sa calèche avec l'élégance naturelle de sa condition. À 62 ans, elle conservait cette prestance aristocratique qui forçait le respect, ses cheveux argentés soigneusement arrangés sous un chapeau de velours bordeaux, sa robe de soie noire ornée de dentelles témoignant d'un goût raffiné et d'une fortune considérable. « Jean-Baptiste, attendez-moi ici », ordonna-t-elle à son cocher d'une voix ferme mais bienveillante. « Je ne devrais pas en avoir pour longtemps. » Le cocher, un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par les intempéries, toucha respectueusement sa casquette. « Bien, Madame la Comtesse. » Élisabeth se dirigea vers l'orphelinat Sainte-Anne, un bâtiment de pierre grise aux fenêtres étroites qui dominait la place. L'établissement, tenu par les Sœurs de la Charité, servait de refuge aux enfants abandonnés de la région depuis plus d'un siècle. C'était là qu'elle venait, comme tant d'autres familles aisées, chercher une domestique, une pratique courante à l'époque, considérée comme un acte de charité autant qu'une nécessité pratique. Sœur Marie-Catherine, la directrice, l'accueillit avec la déférence due à son rang et à sa générosité passée. C'était une femme corpulente d'une cinquantaine d'années, dont le visage rond et les joues rosies par le travail inspiraient confiance. « Madame la Comtesse, quel honneur de vous recevoir à nouveau !» s'exclama-t-elle, ses mains jointes pressées contre son cœur. « Comment se porte Monsieur le Comte et votre chère famille ?»« Fort bien, ma sœur, je vous remercie, » répondit Élisabeth avec une politesse mesurée. « Je viens solliciter vos services. Nous avons besoin d'une nouvelle domestique au château. Notre précédente femme de chambre s'est mariée le mois dernier et a rejoint son époux à Tours. » Le visage de sœur Marie-Catherine s'illumina. Placer une de ses protégées dans une famille aussi respectée que les Montclerc représentait une bénédiction rare. « Bien sûr, Madame la Comtesse, j'ai justement une jeune fille qui pourrait parfaitement convenir, Victorine Girard. Elle vient d'avoir 18 ans et possède déjà une expérience considérable du service domestique. Une enfant remarquable, vraiment remarquable. » Tandis qu'elle traversait les couloirs aux murs nus de l'orphelinat, sœur Marie-Catherine continua ses éloges. « Victorine est arrivée chez nous il y a 3 ans, après avoir servi dans différentes institutions charitables de la région. Elle est discrète, travailleuse et possède cette rare qualité de savoir se faire oublier tout en accomplissant ses tâches à la perfection. » Elles s'arrêtèrent devant une porte de bois sombre. Sœur Marie-Catherine frappa délicatement. « Victorine, pouvez-vous venir s'il vous plaît ?» La porte s'ouvrit sans bruit, révélant une jeune femme de taille moyenne, aux cheveux châtains soigneusement tirés en chignon, sous un bonnet blanc immaculé. Mais c'étaient ses yeux qui frappaient immédiatement. D'un bleu-gris troublant, il semblait observer le monde avec une intensité dérangeante, comme s'il perçait les apparences pour saisir des vérités cachées. « Madame la Comtesse de Montclerc », annonça sœur Marie-Catherine, « permettez-moi de vous présenter Victorine Girard. » Victorine exécuta une révérence parfaite, ses gestes empreints d'une grâce naturelle qui contrastait avec sa condition modeste. « Madame la Comtesse », murmura-t-elle d'une voix douce mais claire, aux intonations curieusement mélodieuses. Élisabeth l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans le maintien de cette jeune fille qui dépassait la simple éducation reçue à l'orphelinat. Une élégance innée, presque aristocratique, qui contrastait avec ses origines humbles. « Parlez-moi de votre expérience, mon enfant », demanda-t-elle avec bienveillance. « J'ai servi dans 3 établissements avant de venir ici, Madame la Comtesse, » répondit Victorine, ses yeux demeurant respectueusement baissés. « L'hospice de Blois,
l'orphelinat de Vendôme et la maison de charité de Chambord. J'ai appris tous les aspects du service domestique, l'entretien du linge, le nettoyage, la cuisine simple et le soin aux personnes âgées ou malades. Sa voix portait une maturité surprenante pour son âge, et Élisabeth remarqua la précision de son élocution exempte de l'accent rural typique de la région. « Et pourquoi avez-vous quitté ces établissements ?» s'enquit-elle. Un léger trouble passa dans le regard de Victorine, si fugace qu'Élisabeth se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Les circonstances, Madame la Comtesse. Parfois, les besoins changent, et il faut savoir s'adapter. » Sœur Marie-Catherine intervint avec empressement. Victorine a toujours donné entière satisfaction partout où elle a servi. Ses références sont excellentes. N'est-ce pas, ma chère enfant? Oui, ma sœur, acquiesça Victorine avec une humilité parfaite. Élisabeth continua son examen. Il y avait indéniablement quelque chose d'énigmatique chez cette jeune fille. Ses mains étaient fines, malgré le travail, ses ongles propres et bien entretenus. Sa peau, quoique pâle, avait cette blancheur nacrée des personnes qui prennent soin d'elles-mêmes. Et surtout, il émanait de sa personne une tranquillité presque troublante, comme si rien ne pouvait l'affecter. « Savez-vous lire et écrire ?» demanda Élisabeth. « Oui, Madame la Comtesse. Les sœurs de tous les établissements où j'ai séjourné ont pris soin de parfaire mon éducation. Je lis couramment et mon écriture est convenable. » Parfait. Et connaissez-vous les usages d'une grande maison, le protocole, l'étiquette? Pour la première fois, un léger sourire effleura les lèvres de Victorine. « J'apprends vite, Madame la Comtesse, et j'observe beaucoup. » Cette réponse, curieusement, rassura Élisabeth plus que n'importe quelle déclaration de compétence. Il y avait une intelligence évidente chez cette jeune fille, une capacité d'adaptation qui promettait une intégration harmonieuse dans leur demeure. « Très bien, » décida-t-elle. « Je pense que vous ferez parfaitement l'affaire. Pouvez-vous commencer dès demain ?»« Bien sûr, Madame la Comtesse, » répondit Victorine avec cette même sérénité troublante. « J'aurai juste besoin de rassembler mes quelques effets personnels. » Les formalités furent rapidement réglées. Élisabeth régla la somme habituelle à l'orphelinat, une donation qui permettait à l'établissement de continuer son œuvre charitable, tandis que sœur Marie-Catherine préparait les papiers de Victorine. « Vous ne le regretterez pas, Madame la Comtesse, » assura la religieuse. « Victorine est vraiment une perle rare. » En quittant l'orphelinat, Élisabeth se retourna une dernière fois. Victorine se tenait à une fenêtre du premier étage, immobile, ses yeux étranges fixés sur la calèche. Il y avait dans son regard quelque chose d'indéfinissable qui fit frissonner la comtesse, malgré la douceur de cette journée d'automne. Le trajet de retour vers le château de Montclair se déroula dans un paysage d'une beauté saisissante. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles revêtues des couleurs chatoyantes de l'automne, or, cuivre, pourpre, créant une mosaïque naturelle d'une richesse incomparable. La Loire serpentait paresseusement entre les collines boisées, ses eaux miroitant sous le soleil déclinant comme un ruban d'argent liquide. Le château apparut au détour d'une courbe, majestueux dans sa splendeur renaissance. Ses tours, rondes coiffées d'ardoises, s'élevaient vers le ciel, tandis que ses fenêtres à meneaux reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. Les jardins à la française, parfaitement entretenus, s'étageaient en terrasse jusqu'aux berges de la Loire, créant un ensemble d'une harmonie parfaite. Jean-Baptiste engagea la calèche dans l'allée bordée de platanes séculaires qui menait au perron principal. Comme toujours, Élisabeth ressentit cette fierté profonde en contemplant le domaine que sa famille possédait depuis plus de 3 siècles. Chaque pierre de ses murs portait l'histoire de générations de Montclair, qui avaient contribué à la grandeur de la France. Henri de Montclair, son époux, l'attendait dans le grand salon, confortablement installé dans son fauteuil de cuir, près de la cheminée où crépitait un feu accueillant. À 65 ans, le comte conservait cette prestance naturelle de l'aristocratie d'Ancien Régime. Ses cheveux blancs soigneusement peignés, sa moustache parfaitement taillée et ses vêtements d'une élégance sobre
témoignait d'un raffinement que les bouleversements politiques du siècle n'avaient pas entamé. Alors, ma chère épouse, cette mission de recrutement s'est-elle bien déroulée? S'enquit-il en levant les yeux de son journal. Excellemment, Henri. J'ai trouvé une jeune fille qui me paraît tout à fait convenable. Victorine Girard, 18 ans, de l'orphelinat Sainte-Anne. Elle commencera demain. Parfait. Espérons qu'elle se montrera plus durable que les précédentes. Ces jeunes filles d'aujourd'hui ont tendance à partir au premier prétendant venu. Elisabeth sourit avec indulgence. Celle-ci me semble différente, Henri. Plus sérieuse, plus mûre aussi. Je pense qu'elle nous conviendra parfaitement. Ils furent interrompus par l'arrivée de Marguerite, leur fille unique, qui venait de rentrer de sa promenade quotidienne dans les jardins. À 28 ans, Marguerite était ce qu'on appelait alors une vieille fille. Un statut qui préoccupait grandement ses parents. Belle, certes, avec ses boucles châtaines et ses yeux verts, mais d'un caractère indépendant qui avait découragé plusieurs prétendants pourtant bien nés. « Maman, papa, bonsoir », dit-elle en embrassant successivement ses parents. « J'ai croisé Jean-Baptiste qui m'a dit que nous aurions bientôt une nouvelle domestique. »« En effet, ma chérie, une jeune fille de l'orphelinat. Elle s'appelle Victorine Girard et paraît très convenable. Tant mieux. Pauvre Clémence fait de son mieux, mais elle ne peut pas tout faire à elle seule. Et puis, j'avoue que j'aimerais avoir quelqu'un de plus proche de mon âge dans cette maison. » Clémence, leur cuisinière et gouvernante depuis près de 20 ans, était en effet débordée depuis le départ de la précédente femme de chambre. Femme robuste de 45 ans, au caractère bien trempé mais au cœur d'or, elle avait vu grandir Marguerite et la traitait encore parfois comme une enfant, ce qui agaçait quelque peu la jeune femme. Le dîner se déroula selon le rituel immuable de la famille Moncler. Service à la française, conversation raffinée, respect strict de l'étiquette. Henri évoqua les nouvelles politiques. La Troisième République consolidait son pouvoir et certaines réformes inquiétaient la noblesse traditionnelle. Elisabeth partagea les derniers potins de la société locale, tandis que Marguerite écoutait d'une oreille distraite, son esprit visiblement ailleurs. « Au fait, dit soudain Marguerite, Marie-Jeanne du Clos Lucé m'a fait part d'une rumeur curieuse aujourd'hui. »« Quelle rumeur, ma chérie ?» demanda Elisabeth, en portant délicatement sa tasse de thé à ses lèvres. « Il paraît que l'orphelinat de Vendôme a eu des difficultés ces dernières années. Plusieurs décès inexpliqués parmi les pensionnaires âgés. Les gens commencent à jaser. » Henri fronça les sourcils. « Des décès? De quelle nature ? » « C'est bien le problème, papa. Personne ne sait vraiment. Des vieillards en bonne santé qui s'éteignent du jour au lendemain, sans raison apparente. Le médecin local évoque des crises cardiaques, mais... » Elisabeth sentit un léger frisson la parcourir. « Vendôme, dis-tu ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Oh, rien d'important. Simple curiosité. » Mais intérieurement, Elisabeth ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Victorine. L'orphelinat de Vendôme figurait parmi les établissements où elle avait servi. Une coïncidence, certainement. Ces institutions accueillaient souvent des personnes âgées en fin de vie, et les décès y étaient malheureusement fréquents. La soirée s'acheva comme à l'ordinaire. Henri se retira dans son bureau pour s'occuper de correspondance. Marguerite monta dans sa chambre avec un roman, une de ces œuvres modernes que sa mère trouvait quelque peu scandaleuses, et Elisabeth s'installa dans son boudoir pour régler les comptes du château. Mais elle avait du mal à se concentrer sur ces chiffres. L'image de Victorine ne cessait de la hanter. Ses yeux si particuliers, cette sérénité troublante, cette maturité qui dépassait son âge. Il y avait chez cette jeune fille quelque chose d'énigmatique qui éveillait sa curiosité autant qu'une vague inquiétude. Dehors, le vent d'automne faisait gémir les branches des vieux chênes, et les nuages couraient devant la lune, projetant des ombres mouvantes sur les jardins du château. Elisabeth frissonna et ferma plus étroitement son châle sur ses épaules. Demain, Victorine Girard franchirait le seuil du château de Moncler. Une nouvelle domestique parmi tant d'autres qui avaient servi la famille au fil des décennies. Rien de plus normal, rien de plus banal. Et pourtant, Elisabeth avait l'étrange pressentiment que l'arrivée de cette jeune fille marquerait le début d'une période troublée pour sa famille.
comme si le destin, sous les traits apparemment innocents d'une orpheline de 18 ans, s'apprêtait à franchir leurs portes pour bouleverser à jamais leur existence paisible. Elle secoua la tête, chassant ses pensées superstitieuses. À son âge, elle ne devrait plus se laisser impressionner par des pressentiments sans fondement. Victorine était une jeune fille comme les autres, et elle leur rendrait certainement de bons services. Mais cette nuit-là, ses rêves furent peuplés d'yeux bleu-gris qui la fixaient avec une intensité dérangeante, et elle s'éveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant, sans pouvoir se rappeler pourquoi. L'aube pointait à peine quand Victorine Girard franchit les grilles du château de Montclair. Elle portait une petite valise de cuir usé, ses seuls biens terrestres, et avançait d'un pas mesuré sur l'allée de gravier, ses bottines ne produisant qu'un léger crissement sur les pierres encore humides de rosée. Le brouillard matinal enveloppait le domaine d'un voile mystérieux, et seuls les contours majestueux du château émergeaient de cette brume automnale, comme un vaisseau fantôme naviguant sur une mer laiteuse. Clémence l'attendait à l'entrée de service, les mains sur les hanches et le visage sévère. La gouvernante avait cette méfiance naturelle des anciens serviteurs envers les nouveaux venus. Elle avait vu défiler tant de jeunes filles inexpérimentées qui se révélaient plus embarrassantes qu'utiles. « Ainsi vous êtes la nouvelle », déclara-t-elle sans préambule, jaugeant Victorine de la tête aux pieds. « Moi c'est Clémence Moreau, gouvernante et cuisinière de cette maison depuis 20 ans. Ici on ne badine pas avec le travail et la discipline. » « Bonjour, Madame Moreau », répondit Victorine avec une politesse parfaite, exécutant une révérence mesurée. « Je suis Victorine Girard, et je suis honorée de servir dans cette noble demeure. » Clémence haussa un sourcil, surprise par les manières raffinées de la nouvelle venue. La plupart des orphelines qu'elle avait vues arriver bafouillaient, intimidées par la grandeur des lieux. « Bien, suivez-moi, je vais vous montrer vos quartiers et vous expliquer vos tâches. » Elles traversèrent l'office, une pièce spacieuse aux murs de pierre, où s'alignaient les ustensiles de cuisine en cuivre étincelant. L'odeur du pain frais se mêlait à celle des herbes séchées suspendues aux poutres du plafond, créant cette atmosphère chaleureuse typique des grandes cuisines d'antan. « Vous prendrez vos repas ici, à cette table », indiqua Clémence en désignant une table de bois massif. « Le petit déjeuner à 6 heures, le déjeuner à midi, le dîner à 8 heures. Pas de retard, pas d'exception. » Victorine hocha la tête en silence, ses yeux bleu-gris observant chaque détail avec cette attention particulière qu'Élisabeth avait remarquée la veille. Elles montèrent un escalier étroit qui menait aux chambres de service, sous les combles. La chambre attribuée à Victorine était spartiate mais propre, un lit de fer, une commode, une chaise, un petit bureau et une fenêtre donnant sur les jardins. C'était modeste, certes, mais infiniment plus confortable que les dortoirs des orphelinats où elle avait vécu. « Vous changerez les draps toutes les semaines », précisa Clémence. « L'eau pour la toilette se trouve dans le broc, sur la commode. Les latrines sont au bout du couloir. » Victorine déposa sa valise et se tourna vers la gouvernante. « Quelles seront mes tâches principales, Madame Moreau ? Vous serez femme de chambre de Mademoiselle Marguerite et vous m'assisterez pour l'entretien général du château. Levé à 5h30, couché après le service du dîner. Le dimanche après-midi vous est accordé à condition que tout votre travail soit terminé. » Les semaines qui suivirent révélèrent que Victorine était une domestique exceptionnelle. Elle semblait posséder cette qualité rare de comprendre intuitivement ce qu'on attendait d'elle, anticipant même les besoins de ses maîtres avec une précision troublante. Marguerite fut la première à succomber à son charme discret. Contrairement aux précédentes femmes de chambre, souvent bavardes et indiscrètes, Victorine accomplissait ses tâches dans un silence quasi religieux, mais ce n'était pas un silence pesant. Il émanait d'elle une sérénité apaisante qui avait un effet remarquablement calmant sur l'esprit souvent agité de la jeune aristocrate. « Elle est différente, maman », confia Marguerite à sa mère un soir de novembre, alors qu'elle prenait le thé dans le petit salon. « Quand elle coiffe mes cheveux ou m'aide à choisir mes robes, j'ai l'impression qu'elle comprend exactement ce que je ressens. Comment cela, ma chérie ? Je ne sais pas l'expliquer.
C'est comme si elle percevait mes humeurs sans que j'aie besoin de les exprimer. Hier, j'étais mélancolique. Tu sais, ces idées noires qui me prennent parfois, et sans que je dise quoi que ce soit, elle a choisi exactement la robe qui me remonte le moral. Et puis, elle a cette façon de bouger, si gracieuse, si apaisante. Élisabeth observait sa fille avec attention. Depuis l'arrivée de Victorine, Marguerite semblait effectivement plus sereine, moins sujette à ces accès de mélancolie qui l'inquiétaient tant. Et elle est si cultivée, continua Marguerite avec enthousiasme. Hier, elle m'a aidé à réparer une déchirure dans ma robe de soie bleue, tu sais, celle de Worth, et elle a travaillé avec une habileté extraordinaire. Ses points étaient si fins, si réguliers, qu'on ne voit plus aucune trace de l'accroc. Elle m'a dit qu'elle avait appris la couture fine dans un couvent. Henri, lui aussi, fut conquis par les qualités de la nouvelle domestique. Un matin où il avait renversé de l'encre sur des documents importants, Victorine était apparue comme par magie, avec tout le nécessaire pour nettoyer sans laisser la moindre trace. Elle avait même réussi à sauver partiellement l'un des papiers, utilisant une technique qu'elle disait avoir apprise d'une vieille religieuse qui restaurait les manuscrits anciens. Cette jeune fille est vraiment remarquable, avoua-t-il à son épouse. Elle anticipe tous nos besoins. Et as-tu remarqué comme elle se déplace silencieusement? On ne l'entend jamais arriver. C'est une qualité rare chez une domestique. Et Clémence elle-même, pourtant peu encline aux compliments, dut reconnaître les mérites exceptionnels de Victorine. Non seulement la jeune fille accomplissait toutes ses tâches avec une perfection irréprochable, mais elle semblait posséder des connaissances surprenantes dans les domaines les plus variés. Elle connaît tous les secrets pour entretenir l'argenterie, confia-t-elle au jardinier, Auguste Leblanc, un homme de 60 ans qui servait la famille depuis 30 ans. Et pas seulement l'argenterie, elle m'a montré comment traiter cette tache de vin sur la nappe de dentelle de Madame la Comtesse, celle que je croyais fichue. En 2 jours, plus aucune trace. Auguste, de son côté, avait eu l'occasion d'observer Victorine lors de ses passages dans les jardins. « Il y a quelque chose d'étrange chez cette fille », murmurait-il parfois. « Elle connaît les plantes mieux que moi qui jardine depuis 40 ans. L'autre jour, elle m'a dit exactement quel remède préparer pour soigner les rosiers malades. Et ça a marché !» Mais c'était surtout avec Élisabeth que Victorine développa la relation la plus troublante. La comtesse, qui avait d'abord été séduite par l'efficacité de la jeune fille, se trouvait de plus en plus fascinée par sa personnalité énigmatique. Victorine semblait posséder une culture générale étonnante pour une orpheline. Elle connaissait l'histoire des grandes familles nobles, les subtilités de l'étiquette aristocratique, et même certains détails sur les œuvres d'art qui ornèrent le château. Quand Élisabeth lui demandait d'où elle tenait ses connaissances, elle répondait invariablement « J'ai beaucoup observé et écouté, Madame la Comtesse. Les murs des vieilles demeures ont tant d'histoires à raconter. » Un après-midi de décembre, alors qu'Élisabeth se trouvait dans la bibliothèque, elle surprit Victorine, en train de regarder attentivement un portrait de famille du XVIIe siècle. « Cette toile vous intéresse, Victorine ?» demanda-t-elle. La jeune fille se retourna sans montrer la moindre gêne d'avoir été surprise. « Pardonnez-moi, Madame la Comtesse, je nettoyais le cadre et je n'ai pu m'empêcher d'admirer ce portrait. Cette dame avait un regard si pénétrant. » Élisabeth s'approcha. Le tableau représentait Charlotte de Montclair, une aïeule réputée pour sa beauté, mais aussi pour son caractère impérieux et ses colères terribles. C'est Charlotte de Montclair, l'épouse du 4e comte, une femme remarquable, mais redoutable. Elle terrifiait ses domestiques. « Je comprends », murmura Victorine, ses yeux fixés sur le portrait. Elle avait le don de voir dans les âmes. C'est un talent qui peut effrayer ceux qui ont quelque chose à cacher. Cette réflexion frappa Élisabeth par sa justesse. Comment cette jeune orpheline pouvait-elle cerner avec tant de précision la personnalité d'une femme morte depuis 2 siècles? « Vous avez l'œil, Victorine. Avez-vous étudié la peinture ?»« Non, Madame la Comtesse, mais j'ai toujours été attiré par les visages. Ils révèlent tant de choses, si on sait les regarder. » En prononçant ces mots,
Victorine tourna vers Élisabeth ses yeux bleu-gris si troublants, et la comtesse eut soudain l'impression désagréable d'être percée à jour, comme si toutes ses pensées intimes étaient mises à nu sous ce regard pénétrant. Les fêtes de Noël approchaient et le château s'animait des préparatifs traditionnels. Victorine se révéla d'une aide précieuse pour l'organisation des réceptions. Elle semblait connaître instinctivement les usages de la haute société, aidant Clémence à préparer des mets raffins, suggérant des décorations élégantes et s'occupant de 1000 détails avec une efficacité remarquable. « Cette fille est un trésor », répétait Élisabeth à qui voulait l'entendre. « Je ne sais vraiment pas comment nous avons pu nous passer d'elle si longtemps. » Le soir du réveillon, la famille Montclair recevait les notables locaux selon une tradition ancestrale. Le château resplendissait de 1000 feux, bougies dans tous les lustres, guirlandes de houx et de lierre, tables dressées avec l'argenterie d'apparat et la porcelaine de Sèvres. Victorine circulait parmi les invités avec une discrétion parfaite, veillant à ce que chaque verre soit plein, chaque assiette parfaitement présentée. Plusieurs invités complimentèrent Élisabeth sur la qualité exceptionnelle de son service. « Ma chère Élisabeth », déclara la baronne de Cheverny, une dame d'un certain âge réputée pour son esprit critique, « votre nouvelle domestique est remarquable. Elle a cette élégance naturelle qu'on ne trouve plus guère de nos jours. D'où vient-elle donc ? De l'orphelinat Sainte-Anne, répondit Élisabeth avec fierté. Mais je dois avouer qu'elle possède des qualités exceptionnelles pour une jeune fille de sa condition. Vraiment exceptionnelles, renchérit le docteur Beaumont, médecin de la famille et homme de science respecté. J'ai eu l'occasion de la croiser l'autre jour alors qu'elle soignait une coupure à la main de votre jardinier. Elle a fait preuve d'une connaissance remarquable de l'anatomie et des soins médicaux. Quand je lui ai demandé où elle avait appris ces techniques, elle m'a répondu qu'elle avait beaucoup observé les religieuses soignantes. La soirée se déroula sans le moindre incident, et Victorine reçut les félicitations de tous pour la perfection de son service. Mais ce qui frappa le plus Élisabeth, ce fut l'aisance avec laquelle la jeune fille évoluait parmi la haute société. On aurait dit qu'elle avait grandi dans ce monde, tant ses gestes et ses manières étaient naturellement aristocratiques. Tard dans la nuit, alors que les derniers invités prenaient le congé, Élisabeth surprit Victorine en train de remettre en ordre le grand salon avec une efficacité remarquable. Chaque objet retrouvait exactement sa place. Chaque coussin était replacé avec un soin méticuleux. « Victorine, vous devez être épuisée. Cette journée a été si longue. »« Je ne ressens pas la fatigue comme les autres, Madame la Comtesse, » répondit la jeune fille avec ce sourire énigmatique qui lui était si particulier. Le travail bien fait est sa propre récompense. Dites-moi, mon enfant, vous n'avez jamais évoqué votre famille, vos origines. Un voile sembla passer dans le regard de Victorine. Il n'y a rien à en dire, Madame la Comtesse. Je suis née orpheline, et orpheline je resterai probablement. Le passé n'existe pas pour les gens comme moi. Seul compte le présent, et le service que nous pouvons rendre à ceux qui nous font confiance. Cette réponse, prononcée avec une gravité troublante, laissa Élisabeth perplexe. Il y avait dans les paroles de Victorine une mélancolie profonde, mais aussi quelque chose de plus sombre, une acceptation de son destin qui dépassait la simple résignation. L'hiver s'installait sur la vallée de la Loire, recouvrant le château et ses jardins d'un manteau de neige immaculé. Victorine semblait s'épanouir dans cette atmosphère feutrée. Elle avait pris ses marques avec une facilité déconcertante, et sa présence était devenue indispensable au bon fonctionnement de la demeure. Marguerite, en particulier, était de plus en plus attachée à sa femme de chambre. Victorine avait cette capacité rare de comprendre ses humeurs les plus subtiles, de deviner ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. Leur relation avait évolué au-delà du simple rapport maîtresse-domestique pour devenir quelque chose de plus profond, presque maternel de la part de Victorine, malgré son jeune âge. « Elle est comme une sœur aînée », confiait Marguerite à sa mère. « Elle me comprend mieux que quiconque. Parfois, j'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées. » Cette intimité croissante ne manquait pas d'inquiéter légèrement Élisabeth.
Elle avait remarqué que sa fille était de plus en plus dépendante de la présence de Victorine, semblant perdre une partie de sa vivacité naturelle quand la jeune fille s'absentait. Un incident, apparemment anodin, vint troubler cette harmonie apparente. Un matin de janvier, Auguste Leblanc fut découvert évanoui dans la serre, sans raison apparente. Le docteur Beaumont, appelé en urgence, ne put expliquer ce malaise soudain. Son pouls est faible mais régulier, diagnostiqua-t-il. Il ne présente aucun symptôme de maladie, peut-être un excès de fatigue ou l'inhalation de vapeurs toxiques dans la serre. Auguste se rétablit rapidement, mais l'incident laissa tout le monde perplexe. Le jardinier lui-même ne gardait aucun souvenir précis de ce qui lui était arrivé. « J'étais en train de soigner les orchidées de Madame la Comtesse », raconta-t-il. « Et puis, j'ai vu cette jeune Victorine qui m'observait depuis l'entrée de la serre. Elle avait ce regard étrange. Et après, plus rien, le trou noir jusqu'à ce que monsieur le docteur me réveille. » Victorine, questionnée, confirma avoir effectivement rendu visite au jardinier pour s'enquérir de la santé des plantes. « Il m'a paru fatigué, dit-elle simplement. J'ai pensé qu'il devrait se reposer. » L'explication était plausible et l'incident fut rapidement oublié. Mais Auguste conserva une méfiance instinctive envers la jeune domestique. « Il y a quelque chose qui cloche chez cette fille, » murmurait-il parfois à Clémence. « Elle me fait froid dans le dos. » Clémence, pourtant, ne partageait pas ses appréhensions. Victorine était devenue son bras droit, l'aidant dans toutes les tâches ménagères avec une compétence remarquable. La cuisine n'avait jamais été si bien tenue, l'argenterie jamais si éclatante, le linge jamais si parfaitement entretenu. « Tu te fais des idées, Auguste, » répondait-elle. « Cette petite est un ange. Elle travaille dur et ne se plaint jamais. On devrait avoir plus de domestiques comme elle. » Février apporta son lot de giboulées et de journées grises, mais l'atmosphère du château demeurait chaleureuse et sereine. Victorine avait définitivement conquis sa place dans la famille Montclair, et chacun semblait s'accommoder parfaitement de sa présence discrète mais constante. C'est alors qu'arriva une lettre qui allait jeter les premiers doutes sur le passé de la jeune domestique. L'enveloppe, adressée à Élisabeth, portait le cachet de l'orphelinat de Vendôme. Sœur Marie-Gabrielle, la directrice, écrivait en ces termes « Chère Madame la Comtesse, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je me permets de vous écrire concernant une jeune fille qui a séjourné dans notre établissement il y a quelques années, Victorine Girard. Nous avons récemment procédé au classement de nos archives et j'ai retrouvé des documents concernant son passage chez nous. Je me souviens maintenant de certains incidents troublants qui ont marqué son séjour. Sans vouloir porter d'accusations injustes, je dois vous informer que plusieurs de nos pensionnaires âgés sont décédés dans des circonstances mystérieuses pendant qu'elle était parmi nous. Notre médecin de l'époque, le docteur Morland, n'a jamais pu expliquer ces décès, tous survenus la nuit, sans agonie ni souffrance apparente. Victorine était toujours la dernière à avoir vu ces personnes vivantes s'occupant de leurs soins avec un dévouement remarquable. Nous n'avons jamais eu la moindre preuve de malveillance de sa part, bien au contraire. Elle était exemplaire en tout point. Mais je me devais de porter ces faits à votre connaissance, au cas où vous auriez remarqué quelque chose d'inhabituel. Avec mes respectueuses salutations, Sœur Marie-Gabrielle. Élisabeth relut plusieurs fois cette lettre, le cœur battant, des décès mystérieux, Victorine toujours présente. Ces révélations jetaient une lumière troublante sur le passé de sa domestique. Elle décida de garder ces informations pour elle, du moins provisoirement. Après tout, la religieuse elle-même reconnaissait n'avoir aucune preuve de malveillance. Et Victorine s'était montrée si parfaite depuis son arrivée au château. Mais cette nuit-là, Élisabeth dormit mal, hantée par les yeux bleu-gris de sa domestique et par une question qui ne cessait de la tarauder. Qui était vraiment Victorine Girard? Les premiers signes du printemps commençaient à égayer les jardins du château quand survint l'événement qui allait bouleverser à jamais l'existence paisible des Montclair. Ce fut d'abord la mort de Madame Berthe Duval, la vieille tante d'Élisabeth, qui vivait au château depuis la mort de son époux 15 ans plus tôt. Berthe,
âgée de 78 ans, jouissait d'une santé remarquable pour son âge. Ancienne institutrice, elle conservait un esprit vif et une lucidité parfaite. Elle passait ses journées à lire dans la bibliothèque, à correspondre avec d'anciennes élèves et à surveiller l'éducation de Marguerite avec l'œil critique de la pédagogue expérimentée. Ce matin de mars, Clémence la trouva dans son lit, paisible comme si elle dormait, mais définitivement partie vers l'autre monde. Aucun signe de souffrance ne marquait son visage serein, aucune trace de lutte ou d'agonie. Elle semblait simplement s'être endormie pour ne plus se réveiller. Le docteur Beaumont, appelé immédiatement, ne put que constater le décès. Son cœur s'est arrêté pendant la nuit, diagnostiqua-t-il après un examen minutieux. À son âge, c'est hélas fréquent. Elle ne semble avoir éprouvé aucune souffrance. C'est une belle mort, si je puis dire. La famille fut profondément affectée par cette disparition. Berthe était une figure rassurante du château, un pilier de stabilité et de sagesse. Ses funérailles attirèrent tout le gratin local, témoignant de l'estime dans laquelle elle était tenue. Victorine se montra d'un dévouement exemplaire pendant ces journées douloureuses. Elle s'occupait de tous les détails pratiques avec une efficacité remarquable, veillait au confort de la famille éprouvée et accomplissait ses tâches avec une discrétion touchante. « Cet enfant est vraiment un ange », répétait Élisabeth, émue par la sollicitude de sa domestique. « Elle devine tous nos besoins, elle anticipe toutes nos douleurs. Sans elle, ces moments terribles auraient été bien plus difficiles à supporter. » Marguerite, particulièrement affectée par la mort de sa grand-tante, trouvait auprès de Victorine un réconfort qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. La jeune domestique semblait posséder un don naturel pour apaiser les chagrins, pour trouver les mots justes, pour offrir cette présence silencieuse mais réconfortante dont ont besoin les âmes en deuil. « Elle me comprend mieux que ma propre mère », confiait Marguerite dans ses moments de confidence. « Quand elle me coiffe le matin, quand elle m'aide à m'habiller, j'ai l'impression qu'elle absorbe ma peine, qu'elle la fait sienne pour m'en soulager. » 3 semaines plus tard, ce fut au tour du vieux père Anselme, l'aumônier du château, de s'éteindre dans des circonstances identiques. L'homme de 82 ans, qui célébrait la messe quotidienne dans la chapelle privée des Montclair depuis plus de 20 ans, fut trouvé mort dans son petit appartement attenant à la sacristie. Même sérénité sur son visage, même absence de souffrance apparente. Le docteur Beaumont évoqua à nouveau l'usure naturelle d'un organisme âgé, mais commença à s'interroger sur cette coïncidence troublante. 2 décès si rapprochés, dans des circonstances si similaires, murmurait-il à Henri de Montclair. C'est statistiquement possible, certes, mais troublant néanmoins. Henri, lui aussi, commençait à ressentir une vague inquiétude. « Docteur, pensez-vous qu'il puisse y avoir une cause commune? Une épidémie peut-être? Je ne décèle aucun symptôme infectieux, aucun signe de maladie contagieuse. Les 2 défunts présentèrent le même tableau, un arrêt cardiaque paisible, sans lutte, sans agonie, comme s'ils avaient simplement renoncé à vivre. » Cette hypothèse d'un renoncement à vivre frappa Henri par sa justesse troublante. Berthe et le père Anselme, dans leurs derniers jours, avaient effectivement manifesté une sorte de détachement serein, une acceptation mystérieuse de leur sort qui avait surpris leur entourage. Victorine, une fois encore, fut d'un soutien précieux pendant cette nouvelle épreuve. Elle avait été particulièrement dévouée envers le père Anselme durant ces dernières semaines, lui apportant ses repas, l'aidant dans ses déplacements, passant de longs moments à écouter ses confessions et ses méditations spirituelles. Cette jeune fille a une âme profondément chrétienne, avait déclaré le prêtre à Élisabeth quelques jours avant sa mort. Elle comprend les mystères de la foi avec une intuition remarquable. Parfois, j'ai l'impression que c'est elle qui me guide vers la lumière divine, et non l'inverse. L'explication de ces décès successifs arriva de manière totalement inattendue, sous la forme d'un visiteur que personne n'attendait. Un matin d'avril, alors que les jardins se paraient de leurs plus belles couleurs printanières, un homme d'une 50aine d'années se présenta aux grilles du château. Grand, mince, vêtu de noir avec la rigueur d'un homme d'église, il réclamait audience auprès des maîtres de maison,
pour une affaire de la plus haute importance concernant leur domestique Victorine Girard. L'homme se présenta comme l'abbé Joachim Moreau, ancien directeur de l'orphelinat de Blois. Son visage émacié portait les traces d'une profonde inquiétude et ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. « Monsieur le comte, madame la comtesse », déclara-t-il après les salutations d'usage, « je viens vous mettre en garde contre un danger mortel qui menace votre famille. Cette jeune fille que vous employez, Victorine Girard, n'est pas ce qu'elle paraît être. » Henri et Élisabeth échangèrent un regard inquiet. L'abbé poursuivit, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Victorine a séjourné dans mon établissement il y a 5 ans. C'était une enfant apparemment parfaite, obéissante, pieuse, travailleuse. Mais durant son passage chez nous, 7 pensionnaires âgés sont morts dans des circonstances mystérieuses. Toujours la nuit, toujours paisiblement, toujours après avoir passé du temps en compagnie de Victorine. Mon père, intervint Élisabeth, tentant de maîtriser son trouble, ces accusations sont graves. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, des preuves formelles? Non, madame la comtesse, mais j'ai des témoignages troublants, des coïncidences troublantes, et surtout, l'abbé marqua une pause, comme s'il hésitait à révéler quelque chose de terrible. Surtout quoi, mon père? Pressa Henri. Surtout, j'ai découvert la véritable identité de cette jeune fille. Victorine Girard n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle en réalité Marie-Victoire de Sancerre. Le nom claqua dans le salon comme un coup de tonnerre. Élisabeth porta la main à sa gorge, soudain très pâle. « De Sancerre » murmura-t-elle. « Vous voulez dire la famille de Sancerre ?»« Exactement, madame la comtesse, la même famille maudite dont l'histoire a défrayé la chronique il y a 20 ans. » Henri se leva brusquement, arpentant le salon avec agitation. L'affaire de Sancerre était l'un des scandales les plus retentissants de l'aristocratie française du XIXe siècle. Le comte Armand de Sancerre avait été accusé d'avoir empoisonné sa femme et ses 3 enfants pour s'emparer de l'héritage familial de son épouse. Mais, avant que la justice ne puisse établir sa culpabilité, toute la famille avait péri dans l'incendie mystérieux du château de Sancerre. Officiellement, il n'y avait eu aucun survivant. Vous prétendez que Victorine serait une survivante de cette tragédie? Demanda Élisabeth d'une voix blanche. J'en ai la certitude, madame la comtesse. Marie-Victoire de Sancerre était la fille cadette du comte Armand. Elle avait 13 ans au moment de l'incendie. Les autorités ont cru qu'elle avait péri avec les autres, mais elle avait en réalité été évacuée par une servante dévouée qui l'avait cachée chez des paysans. L'abbé sortit de sa poche un dossier soigneusement ficelé. J'ai mené mes propres recherches après les décès suspects survenus dans mon orphelinat. Voici les preuves de ce que j'avance. Actes de naissance, témoignages, correspondances. Marie-Victoire de Sancerre et votre Victorine Girard ne font qu'une. Henri examina les documents d'une main tremblante. Les preuves semblaient effectivement accablantes. Date de naissance concordante, descriptions physiques identiques, et surtout, cette marque de naissance en forme d'étoile sur l'épaule droite que mentionnaient tous les témoignages. Mais enfin, protesta Élisabeth, en admettant que vous disiez vrai, quel serait le mobile de cette imposture? Pourquoi cette jeune fille se cacherait-elle sous une fausse identité? L'abbé Moreau la regarda avec une gravité terrifiante. Parce qu'elle a hérité de son père, madame la comtesse. Armand de Sancerre était un monstre, un empoisonneur qui tuait par plaisir autant que par cupidité, et sa fille a hérité de ses talents. Vous voulez dire qu'elle empoisonne, balbutia Henri. Pas exactement. D'après mes recherches, Marie-Victoire possède un don plus rare et plus terrible encore. Elle tue par simple contact, par simple proximité. C'est un phénomène que la science ne peut expliquer, mais que j'ai pu observer de mes propres yeux. Elle approche ses victimes, gagne leur confiance, leur affection même, et puis elle les absorbe. Elle draine littéralement leur force vitale jusqu'à ce qu'elles s'éteignent paisiblement, sans souffrance, comme si elles s'endormaient simplement. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Élisabeth et Henri se regardaient, abasourdis par l'énormité de ces accusations.
C'est impossible, murmura finalement Élisabeth. Victorine est si douce, si attentionnée. Elle soigne tout le monde, elle réconforte, elle apaise. Justement, Madame la Comtesse, c'est exactement ainsi qu'elle procède. Elle se rend indispensable, elle devient l'ange gardien de ses futures victimes. Elle les endort dans une confiance aveugle avant de les consommer. L'abbé se pencha vers eux, sa voix se faisant plus pressante. « Réfléchissez. Depuis son arrivée chez vous, n'avez-vous pas remarqué des changements étranges, des personnes âgées qui perdent soudain leur vitalité, des malaises inexpliqués ?» Henri et Élisabeth échangèrent un regard lourd de sous-entendu. Les décès de Berthe et du père Anselme, l'évanouissement d'Auguste, cette atmosphère étrangement apaisée qui régnait au château depuis l'arrivée de Victorine. « Où est-elle en ce moment ?» demanda soudain l'abbé avec alarme. « Dans les appartements de ma fille, je suppose, » répondit Élisabeth machinalement. Elle l'aide à se préparer pour sa promenade quotidienne. L'abbé bondit de son fauteuil. « Il faut l'arrêter, immédiatement. Si mes déductions sont exactes, votre fille court un danger mortel. » Les trois adultes se précipitèrent vers les appartements de Marguerite, gravissant l'escalier d'honneur 4 à 4. Henri ouvrit la porte à la volée, et le tableau qui s'offrit à leurs yeux les glaça d'horreur. Marguerite était assise devant sa coiffeuse, immobile comme une statue. Ses yeux étaient ouverts, mais fixaient le vide avec une expression d'extase troublante. Ses lèvres esquissaient un sourire béat, mais sa respiration était à peine perceptible. Derrière elle, Victorine lui brossait les cheveux avec des gestes d'une lenteur hypnotique. Mais ce qui terrorisa les témoins, ce fut l'expression de la jeune domestique. Son visage habituellement serein était transformé par une jouissance malsaine. Ses yeux bleu-gris brillaient d'une lueur prédatrice et ses lèvres étaient entr'ouvertes comme si elle savourait un plaisir ineffable. Surtout, une aura étrange semblait émaner d'elle, une sorte de brume argentée qui ondulait autour de sa silhouette et semblait se diriger vers Marguerite, comme si elle absorbait littéralement la substance vitale de sa maîtresse. « Arrêtez !» cria l'abbé Moreau en se ruant vers elle. Victorine se retourna lentement et son expression redevint instantanément celle de la domestique parfaite et dévouée. Mais il était trop tard, ils avaient tous vu. Ils avaient tous été témoins de la véritable nature de Victorine Girard. « Madame la comtesse ?» dit-elle d'une voix douce comme si de rien n'était. « Désirez-vous quelque chose ? Je terminais juste la coiffure de mademoiselle Marguerite. » Marguerite clignota des yeux, semblant sortir d'un rêve profond. « Maman ?» murmura-t-elle d'une voix faible. « Que se passe-t-il ? Je me sens si... étrange. » Élisabeth se précipita vers sa fille, la prenant dans ses bras. Marguerite était glacée, sa peau avait cette pâleur cireuse des grands malades, et elle tremblait comme une feuille. « Éloignez-vous d'elle !» ordonna l'abbé à Victorine. « Reculez immédiatement !» La jeune fille obéit sans protester, mais un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. Dans ses yeux, il pouvait maintenant lire une intelligence froide et calculatrice qui n'avait plus rien de la simplicité ingénue qu'elle avait toujours affichée. « Alors, vous savez, » dit-elle simplement, sa voix conservant cette douceur qui contrastait si terriblement avec la réalité de ses actes. « J'avoue que je commençais à m'impatienter. Cette comédie devenait lassante. Le masque était tombé. Pour la première fois depuis son arrivée au château, Victorine Girard, ou plutôt Marie-Victoire de Sancerre, révélait sa véritable nature. « Pourquoi ?» gémit Élisabeth, serrant sa fille contre elle. « Pourquoi nous avoir fait ça? Nous vous avons accueilli, nous vous avons fait confiance. » Victorine inclina gracieusement la tête, comme si elle répondait à un compliment. « Parce que j'en avais besoin, Madame la Comtesse. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de vivre avec cette faim perpétuelle, cette soif de vie qui me dévore de l'intérieur. Votre tante Berthe était si pleine de sagesse, si riche d'expérience. Le père Anselme rayonnait d'une foi si pure. Et votre chère Marguerite... » Elle tourna vers la jeune femme un regard d'une tendresse atroce. Elle était si vivante, si intense dans ses émotions. Chaque jour passé auprès d'elle était un festin pour moi. « Vous êtes un monstre !» s'écria Henri,
s'avançant vers elle. Victorine leva une main en signe d'avertissement et Henri s'arrêta net, retenu par une force invisible. « Je ne vous conseille pas de m'approcher, monsieur le comte. Mon influence sur vous serait définitive. » L'abbé Moreau sortit un crucifix de sa poche et s'avança courageusement vers la jeune fille. « Au nom du Christ, je vous ordonne de partir. Libérez cette famille de votre emprise maléfique. » Victorine éclata d'un rire cristallin qui résonna étrangement dans la chambre. « Mon pauvre abbé, vous croyez vraiment que vos symboles religieux ont un pouvoir sur moi? Je ne suis ni démon ni possédé. Je suis simplement différente. » Elle se dirigea calmement vers la fenêtre, observant les jardins du château avec une mélancolie troublante. « J'ai été heureuse ici, vous savez, plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Vous m'avez offert quelque chose de rare, l'illusion d'une famille, d'un foyer. Alors pourquoi ?» supplia Élisabeth. « Pourquoi détruire ce bonheur ?» Victorine se retourna, et pour un instant, son masque de froideur se fissura. Dans ses yeux, ils purent entrevoir une souffrance immense, une solitude abyssale qui donnait le vertige. « Parce que je ne peux pas faire autrement, Madame la Comtesse. Je suis née ainsi, maudite dès le berceau. Partout où je vais, la mort me suit. Tous ceux qui m'approchent, tous ceux qui m'aiment, finissent par s'éteindre. C'est ma nature, c'est mon fardeau. » Elle s'approcha de la porte, et ils s'écartèrent instinctivement sur son passage. « Ne me suivez pas, ne tentez pas de me retrouver. J'ai déjà trop pris dans cette maison. Laissez-moi partir, et peut-être que votre fille s'en remettra. »« Et vous ?» demanda soudain Marguerite d'une voix faible. « Que deviendrez-vous » Victorine se retourna une dernière fois, et son sourire était empreint d'une tristesse infinie. « Je continuerai ma route, mademoiselle Marguerite, jusqu'à ce que je trouve un endroit où ma malédiction ne pourra plus faire de mal, ou jusqu'à ce qu'elle me consume moi-même. » Elle disparut dans le couloir, ses pas résonnant sur le parquet ciré avec cette grâce silencieuse qui l'avait toujours caractérisée. Quelques minutes plus tard, ils entendirent la porte de service se fermer doucement. Victorine Girard avait quitté le château de Montclair comme elle y était entrée, discrètement, sans bruit, laissant derrière elle le mystère de sa véritable nature. Les semaines qui suivirent le départ de Victorine furent marquées par un climat d'inquiétude et de bouleversement qui transforma radicalement l'atmosphère du château. L'abbé Moreau était resté plusieurs jours auprès de la famille Montclair, prodiguant conseils et réconfort face à cette épreuve extraordinaire qu'il venait de traverser. Marguerite, en particulier, souffrait des conséquences de sa longue exposition à l'influence néfaste de Victorine. Le docteur Beaumont, bouleversé par les révélations de l'abbé Moreau, multipliait ses visites pour surveiller l'état de santé de la jeune femme. Son organisme semble avoir été littéralement vidé de sa substance, expliquait-il avec gravité à Henri et Élisabeth. Son pouls est faible, sa tension artérielle dangereusement basse, et elle présente tous les symptômes d'un épuisement profond. C'est comme si on avait aspiré sa force vitale. Cette description clinique correspondait parfaitement aux explications de l'abbé sur les méthodes de Victorine. La jeune femme passait ses journées alitée, prostrée dans un état de faiblesse extrême qui rappelait de manière troublante l'état des victimes décrites dans les témoignages recueillis par le religieux. « Elle va s'en remettre, n'est-ce pas, docteur ?» suppliait Élisabeth, rongée par l'angoisse et la culpabilité. Comment avait-elle pu être aveugle à ce point? Comment avait-elle pu exposer sa fille unique à un tel danger? « J'ai bon espoir, Madame la Comtesse. Marguerite est jeune et robuste. Avec du repos, une alimentation riche et du temps, elle devrait récupérer. Mais cela prendra des mois, peut-être des années. » L'abbé Moreau, de son côté, entreprit de rassembler tous les témoignages possibles sur les méfaits de Marie-Victoire de Sancerre, alias Victorine Girard. Ces recherches révélèrent un parcours effroyable, jalonné de morts mystérieuses, dans toutes les institutions où elle avait séjourné. 23 décès en 5 ans, récapitulait-il avec amertume. 23 personnes âgées, toutes mortes paisiblement dans leur sommeil, après avoir bénéficié de ses soins attentifs. Et cela seulement pour les cas que j'ai pu documenter avec certitude.
Le portrait qui émergeait de ces investigations était celui d'une prédatrice d'un genre unique, qui se nourrissait littéralement de la force vitale de ses victimes. Mais contrairement aux empoisonneurs classiques, elle ne tuait pas par méchanceté ou pour un gain matériel. Elle tuait par nécessité biologique, comme un parasite qui doit se nourrir de son hôte pour survivre. Le plus troublant, confiait l'abbé à Henri lors d'une de leurs longues discussions nocturnes, c'est qu'elle semble éprouver de véritables sentiments pour ses victimes. Elle ne les considère pas comme de simples proies, mais comme des êtres humains dignes d'affection et de respect. C'est ce qui rend sa culpabilité si complexe à appréhender. Cette dimension psychologique du phénomène obsédait Henri. Comment une créature capable d'une telle monstruosité pouvait-elle simultanément faire preuve d'une humanité si touchante? Les dernières paroles de Victorine résonnaient dans sa mémoire. Cette souffrance authentique qu'il avait lue dans ses yeux, cette solitude abyssale qu'elle portait comme un fardeau. Les domestiques restants du château, Clémence et Auguste, furent profondément traumatisés par ces révélations. Clémence, qui avait développé une affection quasi maternelle pour Victorine, sombra dans une mélancolie profonde. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se lamentait-elle. « Cette pauvre petite, j'aurais dû voir qu'elle n'était pas normale. Mais elle était si gentille, si prévenante. Elle m'aidait dans toutes mes tâches. Elle ne se plaignait jamais. » Auguste, lui, éprouvait un mélange de soulagement et de culpabilité. « J'avais senti que quelque chose clochait, » répétait-il. « Mais jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Une gamine de 18 ans, qui aurait pu deviner ?» L'affaire fit rapidement le tour de la région, malgré les efforts de la famille Montclair pour préserver leur intimité. Les domestiques des châteaux voisins colportaient des versions de plus en plus déformées de l'histoire, transformant Victorine tantôt en empoisonneuse, tantôt en sorcière, tantôt en créature démoniaque. Cette publicité malvenue attira l'attention des autorités judiciaires. Le procureur de Blois, maître Augustin Leroy, se présenta au château accompagné de 2 gendarmes pour recueillir les témoignages officiels. « Monsieur le comte, déclara-t-il solennellement, nous avons reçu des informations selon lesquelles une certaine Victorine Girard, employée dans votre demeure, serait impliquée dans plusieurs décès suspects. Je me dois d'ouvrir une enquête officielle. » Henri reçut le magistrat avec la courtoisie due à son rang, mais ne put dissimuler son embarras. Comment expliquer à un homme de loi rationnelle les circonstances extraordinaires de cette affaire? Comment faire comprendre à la justice républicaine l'existence d'un phénomène qui défiait toutes les catégories habituelles du crime? L'abbé Moreau fut d'un précieux secours dans cette épreuve. Son témoignage, étayé par une documentation méticuleuse, donna une crédibilité officielle aux accusations portées contre Victorine. Le procureur, homme cultivé et ouvert d'esprit, écouta avec attention les explications du religieux. « Comprenez bien, monsieur l'abbé, dit-il finalement, que la justice ne peut retenir que des faits matériels. Ces capacités particulières que vous décrivez, pour troublantes qu'elles soient, ne constituent pas des preuves recevables devant un tribunal. Je le comprends parfaitement, monsieur le procureur, mais les faits sont là. 23 décès dans des circonstances identiques, toujours en présence de la même personne. Même sans comprendre le mécanisme exact, nous pouvons établir une corrélation indéniable. L'enquête officielle fut ouverte et des mandats de recherche furent lancés contre Victorine Girard, alias Marie-Victoire de Sancerre, recherchée pour homicide multiple. Mais la jeune femme semblait s'être volatilisée. Aucune trace d'elle ne fut retrouvée, malgré les recherches menées dans toute la France. Elle connaît parfaitement l'art de disparaître, expliquait l'abbé Moreau. Songez qu'elle a survécu incognito pendant 5 ans après la tragédie de Sancerre. Elle maîtrise les techniques de camouflage et de fausse identité. Nous ne la retrouverons que si elle le souhaite. Pendant ce temps, Marguerite luttait courageusement contre les séquelles de son empoisonnement mystique. Avec le soutien de sa famille et les soins attentifs du docteur Beaumont, elle commençait lentement à retrouver des forces. Mais le processus était long et douloureux. J'ai l'impression d'être une convalescente,
confiait-elle à sa mère, comme si je renaissais lentement à la vie. Parfois je me réveille la nuit avec l'impression que Victorine est encore là, qu'elle me brosse les cheveux avec cette douceur hypnotique. C'est terrifiant, maman. Les cauchemars étaient fréquents, peuplés d'images oniriques, où Victorine apparaissait tantôt comme l'ange gardien qu'elle avait semblé être, tantôt comme le prédateur qu'elle était en réalité. Marguerite oscillait entre la haine pour celle qui l'avait manipulée et une nostalgie troublante pour ces moments d'intimité qui lui avaient procuré un bien-être si intense. Le plus terrible, avouait-elle dans ces moments de lucidité, c'est que je ne peux pas la détester complètement. Elle m'a fait du mal, oui, mais elle m'a aussi donné quelque chose, une sérénité que je n'avais jamais connue. Comment peut-on éprouver de la gratitude envers son bourreau? Cette ambiguïté des sentiments était précisément ce qui rendait l'emprise de Victorine si redoutable. Elle ne se contentait pas de prendre, elle donnait aussi, offrant à ses victimes un bonheur artificiel mais intense qui créait une dépendance psychologique profonde. L'été 1885 passa dans cette atmosphère lourde d'incertitude et de convalescence. Le château, autrefois si animé, semblait maintenant plongé dans une mélancolie permanente. Les réceptions furent annulées, les visites réduites au minimum, et la famille vécut en quasi-reclusion. C'est au début de l'automne qu'arriva la nouvelle qui allait relancer brutalement l'affaire. Une lettre, postée de Lyon, parvint au château. L'enveloppe ne portait pas d'expéditeur, mais l'écriture fine et élégante était immédiatement reconnaissable. C'était celle de Victorine. Henri l'ouvrit avec des mains tremblantes, sous le regard anxieux de sa famille et de l'abbé Moreau, qui séjournait encore au château. « Chère famille Montclair, j'espère que cette lettre vous trouvera en meilleure santé que je ne vous ai laissée. Marguerite se rétablit-elle? Je prie pour qu'elle retrouve bientôt toute sa vitalité. Je vous écris de Lyon, où j'ai trouvé un nouvel emploi dans un hospice pour vieillards indigents. Ne vous inquiétez pas, je me suis promis de ne plus jamais m'attacher à mes patients. Je me contente de les soigner sans m'impliquer émotionnellement. C'est plus sûr pour tout le monde. Je voulais vous dire combien les mois passés chez vous ont compté pour moi. Pour la première fois de ma misérable existence, j'ai connu ce qu'était une famille aimante. Vous m'avez offert quelque chose de précieux, l'illusion d'être normal, d'être aimé pour ce que je paraissais être, plutôt que pour ce que je suis vraiment. Je sais que vous me haïssez, et je le comprends, mais sachez que je vous aime encore, et que c'est précisément cet amour qui m'a donné la force de partir avant qu'il ne soit trop tard. Ne me cherchez pas, je changerai d'identité dès que cette lettre sera postée. Contentez-vous de savoir que quelque part en France, une créature maudite pense à vous avec affection et reconnaissance. Votre dévouée, Victorine. Cette lettre suscita des réactions contradictoires. Élisabeth et Marguerite ne purent s'empêcher d'être émues par la sincérité apparente de ces adieux, tandis qu'Henri et l'abbé Moreau y voyaient la manipulation ultime d'une prédatrice consommée. Elle cherche à entretenir un lien psychologique avec ses anciennes victimes, analysait l'abbé. C'est une technique classique des pervers, maintenir l'emprise émotionnelle même à distance. Peut-être, répliquait Marguerite, mais je perçois aussi une souffrance authentique dans ces mots. Cette fille est un monstre, certes, mais un monstre qui souffre de sa condition. N'est-ce pas là une forme de rédemption? Le débat moral soulevé par l'affaire Victorine Girard allait bien au-delà de la simple question judiciaire. Il touchait au fondement même de la nature humaine, à la frontière entre le bien et le mal, entre la responsabilité individuelle et la fatalité biologique. L'automne avança, et avec lui arrivèrent de nouvelles troublantes. Des décès mystérieux étaient signalés dans plusieurs hospices de la région Rhône-Alpes. Toujours des vieillards, toujours morts paisiblement dans leur sommeil, toujours après avoir bénéficié des soins d'une jeune fille dévouée aux identités variables. « Elle continue », murmurait l'abbé Moreau avec amertume. « Elle ne peut pas s'arrêter. Sa nature la pousse irrésistiblement à recommencer, encore et encore. » Le procureur Leroy fut informé de ces nouveaux éléments et l'enquête prit une dimension nationale. La police de plusieurs départements fut mise sur le qui-vive, mais Victorine, sous quelque identité qu'elle se cachât désormais, demeurait insaisissable.
Et comme pour suivre un fantôme, se plaignait l'inspecteur Dubois chargé de l'enquête. Elle maîtrise parfaitement l'art du déguisement et de la fausse identité. Et puis, ces victimes meurent de mort naturelle en apparence. Sans les témoignages de l'abbé Moreau, nous n'aurions même pas su qu'il y avait un crime. Les mois suivants virent se dessiner un sinistre parcours à travers la France. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Partout où passait l'ombre de Victorine, la mort la suivait comme une compagne fidèle. Sous les identités successives de Marie Dubois, Célestine Moreau, Angélique Lafont, elle continuait son œuvre macabre, s'employant toujours auprès des plus vulnérables, vieillards abandonnés, malades en fin de vie, orphelins déshérités. L'abbé Moreau avait fait de sa traque une mission personnelle. Il sillonnait la France, suivant les traces de celle qu'il considérait comme l'incarnation du mal, recueillant témoignages et indices, tentant vainement de devancer ses déplacements. Mais Victorine semblait toujours avoir un temps d'avance, disparaissant d'un endroit juste avant que les autorités n'arrivent. Elle a développé un véritable réseau de complicités involontaires, expliquait-il dans ses rapports au procureur Leroy. Partout où elle passe, elle laisse derrière elle des gens qui l'ont aimée, qui la défendent, qui refusent de croire à sa culpabilité. Même confrontée aux preuves, il préfère penser qu'elle est victime d'une machination. Cette capacité à inspirer un attachement indéfectible était peut-être l'aspect le plus troublant de la personnalité de Victorine. Même les familles de ses victimes, quand elles acceptaient enfin la réalité de ses crimes, conservaient pour elle une affection ambiguë qui déconcertait les enquêteurs. Au château de Montclair, la vie avait repris un cours apparemment normal, mais les cicatrices de l'épisode Victorine demeuraient profondes. Marguerite, complètement rétablie physiquement, conservait néanmoins des séquelles psychologiques durables. Elle était devenue plus méfiante, plus solitaire, comme si l'expérience de la manipulation avait définitivement altéré sa capacité à faire confiance. « Je scrute maintenant le regard de tous ceux qui m'approchent », confiait-elle à sa mère. Je cherche cette lueur particulière que j'avais vue dans les yeux de Victorine ce dernier jour. Cette intelligence froide qui calculait derrière le masque de la douceur. Comment peut-on vivre en sachant que de tels êtres existent? Henri avait vieilli prématurément sous le choc de ces événements. Lui qui avait toujours vécu dans la certitude rassurante de son monde ordonné, gouverné par des règles sociales et morales claires, découvrait l'existence de zones d'ombre où les catégories habituelles du bien et du mal perdaient leur évidence. « J'ai relu tous les grands philosophes », disait-il à l'abbé lors de ses visites. Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes, aucun d'eux n'a envisagé l'existence d'êtres comme Victorine. Comment classer moralement une créature qui tue par nécessité biologique tout en éprouvant de l'amour pour ses victimes? Élisabeth, elle, s'était tournée vers la religion avec une ferveur nouvelle. Elle multipliait les œuvres de charité comme si elle cherchait à expier la culpabilité d'avoir introduit le mal dans sa demeure. Mais même dans la prière, elle ne parvenait pas à haïr complètement celle qui avait failli détruire sa famille. « Je prie pour elle chaque soir », avouait-elle au père Anselme nouvellement nommé. « Pour son âme damnée, pour qu'elle trouve la paix. Est-ce un péché, mon père, d'éprouver de la pitié pour un tel monstre ? » « La pitié est une vertu chrétienne, ma fille, » répondait le prêtre. « Même les plus grands criminels restent des créatures de Dieu. Peut-être votre compassion est-elle le seul espoir de rédemption de cette malheureuse. » L'affaire prit une dimension nouvelle quand des journalistes parisiens s'en emparèrent. Le Petit Journal, Le Figaro, l'Illustration consacrèrent des articles sensations au crime mystérieux de l'ange de la mort. L'imagination populaire s'empara du personnage de Victorine, la transformant en figure mythique, mi-ange, mi-démon, incarnation de tous les fantasmes et de toutes les peurs de l'époque. Des romans populaires s'inspirèrent de son histoire, des pièces de théâtre furent écrites, des chansons composées. Victorine Girard était devenue un mythe, mais un mythe fondé sur une réalité terrifiante que seuls quelques initiés connaissaient vraiment. Elle est devenue immortelle, observait amèrement l'abbé Moreau, plus immortelle que ses victimes, en tout cas. Son nom traversera les siècles, alors que ceux qu'elle a tués sont déjà oubliés.
Il y a là une injustice cosmique qui me révolte. L'année 1887 apporta un événement inattendu qui relança l'enquête. Une femme se présenta spontanément au commissariat central de Paris, réclamant à parler aux enquêteurs chargés de l'affaire Victorine Girard. Il s'agissait de sœur Marie Perpétue, une religieuse âgée qui dirigeait un hospice de Montmartre. « J'ai hébergé cette jeune fille pendant 3 mois l'hiver dernier », déclara-t-elle. Elle se faisait appeler Victoire de la Croix et servait comme infirmière bénévole. 12 de nos pensionnaires sont morts pendant cette période. Mais sœur Marie Perpétue apportait plus que de nouveaux témoignages. Elle avait réussi ce que personne n'avait accompli jusque-là, percer le secret de Victorine. « Cet enfant m'a fait des confidences », expliqua-t-elle. Dans ces moments de faiblesse, elle m'a révélé des choses terribles. Elle m'a raconté son enfance au château de Sancerre, l'atmosphère de violence et de perversion qui y régnait, les expériences que son père menait sur elle et ses frères. Les révélations de la religieuse jetaient un éclairage nouveau sur la personnalité de Victorine. Armand de Sancerre n'était pas seulement un empoisonneur, c'était un homme fasciné par les sciences occultes, par les frontières entre la vie et la mort. Il avait soumis ses propres enfants à des rituels abominables, tentant de leur transmettre des pouvoirs surnaturels. Marie-Victoire était la seule à avoir survécu à ces expériences, poursuivait sœur Marie Perpétue, mais au prix d'une transformation horrible. Elle était devenue un être hybride entre la vie et la mort, condamné à se nourrir de la force vitale d'autrui pour maintenir sa propre existence. Ces explications, pour fantastiques qu'elles parussent, éclairaient enfin la nature véritable de Victorine. Elle n'était pas seulement une tueuse, elle était une victime transformée en bourreau par les expériences monstrueuses de son père. Sa culpabilité s'en trouvait singulièrement compliquée. Elle m'a dit qu'elle avait tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours, continuait la religieuse, mais elle ne peut pas mourir. Ou plutôt, elle meurt chaque jour un peu plus, mais sans jamais pouvoir trouver le repos définitif. C'est sa malédiction, vivre éternellement en se nourrissant de la mort des autres. Cette révélation bouleversa la compréhension de l'affaire. Victorine n'était plus seulement une criminelle à traquer, elle était une créature maudite, condamnée à errer indéfiniment en semant la mort sur son passage. Comment la justice humaine pouvait-elle juger un tel être? L'abbé Moreau, informé de ces nouveaux éléments, ressentit un trouble profond. Sa certitude morale vacillait face à cette complexité inattendue. Si elle est véritablement victime de cette malédiction, se demandait-il, ma mission est-elle de la châtier ou de la sauver? Il décida de tenter une approche nouvelle. Au lieu de poursuivre Victorine pour la livrer à la justice, il entreprit de la rechercher pour lui offrir l'aide de l'Église. Peut-être existe-t-il un moyen de briser cette malédiction, écrivit-il au Vatican. Un exorcisme, une bénédiction, une intervention divine. Mais Victorine semblait avoir définitivement disparu. Les derniers témoignages la situaient dans le sud-ouest, puis plus rien. Comme si elle s'était volatilisée, ou comme si elle avait enfin trouvé le moyen de mettre fin à son existence maudite. Les années passèrent sans nouvelles traces d'elle. L'enquête officielle fut classée sans suite, faute de preuves matérielles suffisantes. Seuls quelques initiés conservaient le souvenir précis de ces événements extraordinaires. L'abbé Moreau mourut en 1895, emportant avec lui une partie de la vérité sur l'affaire Victorine Girard. Sur son lit de mort, il confia au père supérieur de son monastère « J'ai consacré les 10 dernières années de ma vie à pourchasser ce que je croyais être le mal incarné. Je réalise maintenant que je chassais peut-être la plus malheureuse de toutes les créatures de Dieu. » Au château de Montclair, la famille avait trouvé un nouvel équilibre. Marguerite avait fini par se marier avec un voisin, le comte de Lusignan, et avait donné naissance à plusieurs enfants. Mais elle ne parlait jamais de Victorine à ses descendants, gardant ce secret comme une blessure intime. Henri était mort en 1889, emportant dans la tombe ses interrogations philosophiques sur la nature du bien et du mal. Élisabeth lui survécut jusqu'en 1901, passant ses dernières années dans une piété exemplaire, priant toujours pour l'âme de celle qu'elle continuait à considérer comme sa pauvre Victorine.
En 1912, une dernière lettre parvint au château, 25 ans après la disparition de Victorine. L'écriture était la même, mais vieillie comme affaiblie. Elle était postée de Lourdes. « Chère Marguerite, je ne sais si cette lettre vous parviendra, ni même si vous êtes encore de ce monde. Tant d'années ont passé. J'écris ceci de Lourdes, où je suis venu chercher un miracle qui ne viendra pas. J'ai parcouru tous les lieux saints d'Europe, supplié tous les saints, tenté tous les exorcismes. Rien n'y fait, la malédiction persiste. Je n'ai pas tué depuis 7 ans. J'ai trouvé le moyen de contrôler ma nature en me nourrissant de sources alternatives. Je préfère ne pas préciser lesquelles. Ce n'est pas l'absolution, mais c'est déjà moins de culpabilité. Je pense souvent à vous, à votre famille, à ces mois de bonheur que vous m'avez offerts. C'est le seul souvenir lumineux de ma misérable existence. Si par miracle cette lettre vous parvient et que vous vous souvenez encore de moi, sachez que quelque part dans ce monde, une âme damnée vous aime encore et vous bénit de lui avoir donné, l'espace de quelques mois, l'illusion d'être humaine. Votre dévouée pour l'éternité, Victorine. Cette lettre fut la dernière trace de Victorine Girard. Marguerite, devenue comtesse de Lusignan, la conserva précieusement dans ses papiers personnels, avec la recommandation qu'elle ne soit révélée qu'après sa mort. Elle mourut en 1943, à l'âge de 87 ans. Ses descendants découvrirent alors, dans ses archives privées, l'ensemble du dossier Victorine, lettres, témoignages, rapports d'enquête et un manuscrit de sa main relatant l'intégralité de cette histoire extraordinaire. Et pour que la vérité ne se perde pas, avait-elle écrit en guise d'épilogue, pour que ceux qui viendront après nous sachent qu'il existe des mystères qui dépassent l'entendement humain et des êtres qui portent des fardeaux impossibles à comprendre. Victorine Girard ou Marie-Victoire de Sancerre était-elle morte? Avait-elle enfin trouvé la paix ou errait-elle encore quelque part, condamnée à porter sa malédiction jusqu'à la fin des temps? Les documents retrouvés en 1972 dans une cave du château de Montclair ne permettent pas de répondre à ces questions. Ils attestent seulement de l'existence réelle de cette femme extraordinaire, de ses crimes inexplicables et de l'impact profond qu'elle eut sur tous ceux qui croisèrent sa route. Car c'est peut-être là la véritable leçon de l'histoire de Victorine. Au-delà du mystère de sa nature, au-delà de l'horreur de ses actes, elle fut avant tout un être humain, si l'on peut encore employer ce terme, capable d'aimer et d'être aimé, de souffrir et de faire souffrir, de chercher désespérément une rédemption qui lui était refusée. Son nom est passé dans la légende locale de la vallée de la Loire. Les vieux châtelains murmurent encore son histoire aux veillées d'hiver. Les domestiques se signent quand ils évoquent la servante qui aspirait l'âme. Et parfois, dans les hospices de France, quand un vieillard meurt paisiblement dans son sommeil après avoir parlé d'une jeune fille aux yeux bleu-gris qui lui brossait tendrement les cheveux, les infirmières échangent des regards troublés et font le signe de croix. Car qui peut dire avec certitude que Victorine Girard, l'emprégada mais sans grand tas de France, ait vraiment trouvé le repos? Les mystères de l'âme humaine, les frontières entre le bien et le mal, la possibilité de rédemption même pour les êtres les plus maudits, autant de questions que soulève cette histoire troublante et qui demeure, aujourd'hui encore, sans réponse définitive. L'histoire se souvient rarement des domestiques, mais l'histoire n'oubliera jamais Victorine Girard. Cette histoire, inspirée des archives découvertes au château de Montclair en 1972, mélange éléments documentaires et fiction. Bien qu'aucune preuve formelle n'existe concernant l'existence réelle de Victorine Girard, Marie-Victoire de Sancerre, les témoignages recueillis suggèrent qu'un phénomène extraordinaire s'est effectivement produit dans la vallée de la Loire entre 1884 et 1887. Les noms des lieux et certains personnages ont été modifiés pour protéger la mémoire des familles concernées.